enquête épidémiologique parce que c'était sur les approches que vous avez demandées par rapport à une requête de photo des Très Oui, bien. oui, allez. Donc, s'il vous plaît, alors, éteignez vos micros pour je puisse continuer. S'il y a quelque chose là, je demanderai au délégué de m'écrire un mot sur le chat. D'accord, professeur. Alors, très bien. On va essayer de faire... voilà. Alors, bon, c'est pas vraiment un cours. C'est un petit peu la suite du premier cours, l'introduction. Et on a un petit peu zappé les approches. Enfin, les approches, on n'a pas trop détaillé. Et apparemment, c'était un souci pour comprendre un petit peu les différents types d'études descriptives, des études analytiques, donc une investigation d'une épidémie qui utilise aussi les études épidémiologiques. C'est dans ce sens-là. Alors, donc, on continue, on continue toujours avec la définition, parce que c'est à partir de la définition qu'on va retrouver les différents types d'études. Donc, génie sec, c'est le raisonnement. Donc là, vous savez, on a fait ces différentes définitions. Donc, raisonnement et méthode appliquées à la distribution, à l'explication et aux interventions. Distribution des phénomènes de santé, c'est-à-dire comment ils sont distribués, c'est les études descriptives. Explication de leur étiologie, donc c'est les études analytiques. Donc là, maintenant, je pense que vous voyez mieux, vous comprenez mieux la définition de l'épidémiologie. Et la recherche des méthodes d'intervention les plus efficaces, c'est-à-dire quelles sont les interventions de prévention ou de traitement les plus efficaces. Et donc, à partir de cette définition, donc là, on a vu le cycle, on va passer rapidement. Donc, le cycle, c'est d'abord d'écrire, à partir de la définition, c'est d'écrire l'état de santé, et formuler une hypothèse, donc analyser les déterminants, donc faire des études analytiques, proposer des interventions et évaluer ces interventions-là. Donc, soit on va décrire, description, l'étude de la distribution des états de santé, l'analyser et l'évaluer. Et ça c'est dans le protocole d'études, dans les protocoles d'études. Donc là, par exemple, pour les pharmaciens, ils font, normalement, c'est pour vous, les pharmaciens font un mémoire. Et donc, ils utilisent les études. Dans leur mémoire, ils utilisent les types d'études. Et donc, avant d'arriver au type d'études, bien sûr, ils vont rechercher quelle est la question de recherche, quel est le thème terme, et quelles sont les variables à mesurer. D'accord? Est-ce que vous allez mesurer l'état de santé, la maladie, c'est quoi la maladie? Vous allez mesurer l'âge, vous allez mesurer la tension artérielle, etc., les variables, et vous allez choisir quel type d'étude. Quel type d'étude. Alors, pour répondre à cette question, quelle étude choisir, tout dépend qu'est-ce qu'on veut et quelle est notre position. Alors, vous avez la position, c'est-à-dire l'attitude de l'investigateur qui est-ce que l'investigateur ou l'enquêteur que vous êtes, vous allez faire un mémoire ou, je sais pas, dans l'internat, Inch'Allah, vous allez aussi faire des mémoires. Et donc, est-ce que vous allez observer ou bien vous allez intervenir? Est-ce que vous allez faire une action? Ou bien, tout simplement, observer. Dans la majorité des cas, vous allez pratiquement observer, tout simplement, et recueillir des données d'observation. Après, donc ça, c'est votre première, quelle est votre attitude. Après, quel est votre objectif de cette étude? Est-ce que vous allez décrire une situation, un état de santé? Donc, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans une communauté, dans une population, ou bien dans un service. Vous ne savez pas, est-ce que cette maladie, elle est fréquente, elle est prévalente, elle est importante, est-ce qu'elle touche plus les enfants, est-ce qu'elle touche plus les adultes, est-ce qu'elle touche plus les filles que les garçons, etc. Donc, l'objectif, est-ce qu'il est descriptif, ou bien est-ce qu'il est étiologique? Vous suspectez un facteur de risque et vous voulez, disons, va analyser est-ce que ce facteur de risque est vraiment, on va dire vraiment, vraiment la cause ou le risque de cette pathologie. Sinon, évaluer une action. Par exemple, évaluer
un diagnostic, évaluer une manœuvre, évaluer un outil diagnostique, par exemple une radiologie, par rapport à un scanner, une stéréoscopie, etc. Donc, évaluer une action, évaluer un traitement, bien sûr. Donc voilà, quel est votre objectif? Après, bon là, ça dépendra un petit peu de vos moyens. Est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez le temps, etc. Parce qu'on sait très bien qu'on a parlé du facteur temps dans les critères du jugement. Le facteur temps, il est important. Donc, si l'étude commence de l'exposition en attendant la maladie, c'est mieux. Mais là, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc la référence au temps, c'est pour l'attribution causale. Donc, le sens causal ou bien le sens à rebours. Donc, le sens causal, c'est des études qui sont prospectives. Et le les sens à rebours, le sens causal aussi à rebours, ce sont les études cas témoins, ils vont vers le passé pour voir s'ils étaient exposés. Et donc, les calculs ne sont pas les mêmes. Bon, l'interprétation, elle est les mêmes, mais on calcule pas, on a vu l'investigation d'une épidémie, soit on calcule le pourcentage d'exposition, ou là on calcule le taux d'attaque, ou là l'incidence. Donc, ça dépend quel sens notre enquête va prendre. Et donc, à partir de là, dans vos objectifs, on va voir les différents types d'études. Dans les études épidémiologiques, donc vous avez les études d'observation. Donc là, c'est une classification, on va dire, selon l'attitude. Est-ce que vous allez observer ou bien est-ce que vous allez intervenir? D'accord? Est-ce que vous allez intervenir? Et donc, voilà. Et là, bon, je vais faire sortir le curseur. Voilà, le pointeur, voilà. Très bien. Donc là, vous avez un autre type d'études qu'on a pas fait, c'est les études diagnostiques ou bien c'est des études de déterminer est-ce que dans le dépistage, est-ce que l'outil de dépistage, est-ce qu'il est sensible, est-ce qu'il est spécifique, etc. Ça, c'est une autre approche. Bon, concentrons-nous sur l'attitude d'observation et d'intervention. Donc, vous avez, pour l'observation, c'est le plus courant. Généralement, c'est ce qu'on fait d'habitude. L'expérimentation, elle est un petit peu, le protocole, il est un petit peu spécifique, il est très rigoureux. Mais c'est les meilleurs, bien sûr. Donc, l'observation, d'abord, on décrit. D'accord? Et donc, ce sont les études descriptives. Donc, dans les études descriptives, donc là, maintenant, alors, je sais pas, c'est-à-dire, vous avez fait des études descriptives avec le professeur Nate. Là, je vous donne un complément pour un petit peu vous situer. Peut-être il y a quelques changements par rapport au cours. Vous prenez le cours, le professeur Naïd, c'est elle qui a fait le cours des études descriptives. Quand je vais parler des études analytiques, c'est Dr Lahmar qui a fait le cours des études analytiques. Là, je suis en train de vous donner à peu près, bon, c'est à peu près pareil, bon, il y a quelques changements, je pourrais répondre aux questions sinon. Donc, pour les études descriptives, vous avez ce qu'on appelle les études écologiques ou bien les études, on appelle ça les études écologiques ou études corrélationnelles. On va les voir. Elles ne sont pas les meilleures, hein. Elles ne sont pas les meilleures, mais les plus importantes sont les études transversales et les études cohortes. Donc là, c'est-à-dire on a fait une classification selon l'attitude, d'accord? Maintenant, c'est selon l'objectif. Vous voyez? Une classification selon l'objectif. Est-ce que mon objectif, il est descriptif ou bien il est étiologique, analytique, recherche d'un facteur de risque ou bien vérifier un facteur de risque. Alors, on n'a pas objectif descriptif, même après, il y a une autre classification qui est généralement selon le temps. Transversal, c'est des études de prévalence et les études cohortes, ce sont des études d'incidence prospective. D'accord? Regardez le tableau. On va voir les études analytiques. Donc, le deuxième objectif descriptif analytique. Analytique, vous avez deux types d'enquêtes. Vous avez les études cohortes appelées aussi, vous pouvez noter, exposées, non exposées. Ou on a cas témoins. Alors, j'aurais pu mettre ici exposé, non exposé parce que la différence entre
cohorte هذه ou la cohorte descriptive. La différence, c'est que dans les études analytiques, ça c'est très important, dans les études analytiques, vous comparez toujours deux populations, qui mènent les cas et les témoins de la cohorte, vous comparez les exposés contre, c'est-à-dire les exposés et les non exposés. Vous comparez les exposés avec les non exposés, d'accord? Cohorte analytique. Donc finalement, la différence entre les études analytiques et descriptives, les études analytiques, c'est une comparaison de deux populations. On compare deux populations. Mais c'est une seule population, on va la décrire. Mais dans l'analytique, on est obligé de faire une comparaison de deux populations, soit des cas et témoins, soit les études exposées et non exposées. Donc vous avez ici exposé, non exposé. Ou là, les études de pronostic. Bon, là, on va pas trop, les études de pronostic, c'est le même principe. Donc, l'essentiel, c'est-à-dire vous avez des enquêtes exposées, non exposées. Donc, voilà à peu près les enquêtes d'observation. Pour les études expérimentales, vous avez les essais thérapeutiques, vous avez entendu parler des essais thérapeutiques, ou les essais cliniques. Donc là, c'est vraiment une expérience et on va voir des conditions de ces essais et les essais semi-expérimentaux avant, après, ici. Donc voilà, grosso modo, les études épidémiologiques. Maintenant, on va aller voir rapidement dans les détails, plus ou moins. Donc là, les études d'observation 1, c'est les études descriptives. Donc l'objectif ici, c'est de décrire un problème de santé dans une population. Vous voyez, je suis en train que de répéter les études. Études d'observation 1, c'est description. C'est des études descriptives. Études descriptives. Première étape de toute investigation épidémiologique. On en a parlé au premier cours. Donc, généralement bien. On commence par ces études-là pour voir la situation d'un état de santé dans une population. Ici, la condition du chercheur, puisqu'on a dit observation, le chercheur n'intervient pas dans l'histoire naturelle de la maladie ou de l'événement de la santé. Donc, il n'intervient pas. Il ne va pas dire prendre quelque chose, de manger ou de boire, de fumer ou je ne sais pas quoi. D'accord? Il ne va pas intervenir. Il laisse le champ libre à la nature, il observe, effectue et analyse des mesures. Donc, c'est pour ça qu'on appelle étude d'observation, parce qu'il fait qu'observer et il va mesurer un état de santé. Il va observer est-ce que cette population a une hypertension ou pas. Il va observer, il va prendre l'attention de cette population, il va déterminer ceux qui ont une hypertension, ceux qui n'ont pas, etc. Donc, les différentes études, on les a vues dans le classement, études écologiques, appelées aussi corrélationnelles, études transversales, prévalence, études cohorte. Donc, l'étude transversale, c'est les études les plus courantes, on va dire. Et les enquêtes transversales, appelées aussi enquêtes de prévalence. Enquête transversale. Pourquoi transversale? Parce que c'est transversal par rapport au temps. Vous avez ici le temps et votre enquête, elle est comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez observer, vous allez prendre une photo de votre population. Un jour donné, observer au temps T. Un jour donné, vous allez observer, c'est une étude transversale, donc ce sont des données de prévalence. Vous allez voir votre population. Alors, ces enquêtes-là, vous cherchez un individu à une date précise, la présence ou l'absence d'une maladie et d'une exposition. Ça, c'est très important. Donc, à un moment donné, l'enquêteur, qu'est-ce qu'il va voir? En même temps, la maladie et une exposition. Donc, je donne toujours l'exemple. Par exemple, je voudrais faire une enquête sur les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, ce sont les infections hospitalières. Donc, je vais choisir, par exemple, un service. Je vais choisir la réanimation, où généralement il y a beaucoup de cas d'infection nosocomiale. Et qu'est-ce que je vais faire? Une enquête transversale, ça veut dire quoi? Je vais aller un jour donné faire mon enquête dans cet établissement ou dans ce service-là. Donc le jour J, par exemple le dimanche, je trouverai des malades hospitalisés. Alors qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des personnes qu'est-ce que je vais collecter? Les personnes malades, c'est-à-dire les personnes qui ont une infection nosocomiale. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont une fièvre, du pus, etc. Ce sont des signes d'infection.
Et après, les infections nosocomiales qu'on définit généralement une infection qui survient 48 heures après l'hospitalisation. Après, je vais voir aussi, en même temps, l'exposition. Est-ce qu'ils sont exposés? Est-ce que je vais voir, est-ce qu'ils ont une intubation? Est-ce qu'ils ont un drain? Est-ce qu'ils ont une sonde? Etc. Donc, une exposition. Mais le problème qui se pose, je ne sais pas qui a provoqué l'autre. Est-ce que c'est la sonde? Normalement, logiquement, est-ce que c'est la sonde ou le cathéter, etc., qui a provoqué l'infection? Ou bien parce qu'il avait une fièvre, etc., qu'on lui a posé ce cathéter ou bien cette sonde-là. Donc, là, je ne sais pas qui a précédé l'autre. Normalement, c'est l'exposition qui a précédé. Et c'est ça le point négatif de ces enquêtes-là. Parce que, à un moment donné, on a les deux en même temps. On a la maladie et l'exposition. Donc, c'est pour ça qu'elles sont bien, parce qu'elles sont rapides. Un jour donné, je fais mon enquête. D'accord? Par contre, pour la causalité d'un gobelet, l'exposition, le cathéter est un facteur de risque d'infection nosocomiale, c'est pas très, on va dire, très pertinent, parce que tout simplement, une exposition ou jusqu'à l'apparition de la maladie. Donc, ces enquêtes-là estiment le nombre de cas prévalents dans une population à un instant donné, c'est la prévalence. Donc, répète tous les indicateurs, vous avez la prévalence et l'incidence. La prévalence, tout simplement, c'est les cas qui sont présents. On a un jute ou la béline ancienne. Tout simplement. Un jour donné, je prends tous les cas. D'accord? Généralement, ces enquêtes-là, on les fait quand il s'agit, par exemple, de maladies chroniques. Dans les maladies chroniques, quand on fait une enquête de prévalence, on a les malades diabétiques qui sont diabétiques depuis toujours et ils ne vont pas changer. Donc, quand je vais mesurer la prévalence, c'est le nombre. Par contre, si je fais une enquête de prévalence sur la grippe, ben, si je choisis un mauvais jour, j'aurai pas de cas. Si je suis dans le bon jour, on va dire, j'aurai 1000 cas. C'est-à-dire qu'il y aura une rémission. Donc, tout dépend si la maladie, elle est longue, donc, la prévalence, on va utiliser la prévalence. Si elle est courte, on ne peut pas utiliser les enquêtes de prévalence parce que les données seront fausses. Parce que l'enquête, mais là, les personnes sont guéries. Ou bien, l'enquête, j'ai une épidémie. Donc, vous voyez, quand il s'agit d'une maladie qui est courte, on ne fait pas des enquêtes de prévalence. Voilà pour les enquêtes de prévalence. Alors, oui, comme je dis là, très bien. Vous savez. Voilà. Donc, là, pour les enquêtes longitudinales, donc, on a dit prévalence instantanée, un jour donné, on prend une photo. Les enquêtes longitudinales, elles suivent le temps. On va suivre le temps. L'investigateur suit l'évolution d'une population sur une période donnée. Donc, allez, on va suivre cette population avec le temps. Allez, durant cette période d'étude, on observe l'apparition, généralement, d'une ou plusieurs maladies. Mais le plus important, c'est l'apparition. C'est les nouveaux cas. D'accord? On va déterminer l'apparition. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un patient ou une personne suivie qui est malade, hop, on va la mesurer, c'est-à-dire, on va la prendre en considération. Et là, permet de calculer le taux d'incidence. Ce sont le nombre de nouveaux cas de la maladie pendant une période observée. Donc, là, maintenant, j'ai fait une enquête sur les infections nosocomiales, j'ai fait une enquête de prévalence. Maintenant, je voudrais, j'ai trouvé que dans le service de réanimation, il y a beaucoup de cas d'infections nosocomiales, mais j'arrive pas à savoir qui a provoqué ces infections-là. Donc, je vais faire une enquête, un taux d'incidence pour estimer, on va dire, plus des nouveaux cas dans le temps. Est-ce que cette incidence survient à une période donnée? Est-ce que c'est en hiver? Est-ce que c'est en été? Parce qu'on va prendre par exemple une année et voir ce qui est important aussi. Donc, on est en train de suivre ces personnes qui vont rentrer sans infection nosocomiale et on va les suivre dans le temps. C'est-à-dire,
quand ils seront exposés, on va les suivre jusqu'à ce qu'ils tombent malades. Donc, là, ça change. Donc, le taux d'incidence, il est calculé quand on fait une enquête prospective, longitudinale. Donc, après, vous avez des enquêtes écologiques. Je ne vais pas trop insister. Des enquêtes écologiques, ce n'est pas vraiment des enquêtes épidémiologiques. Les enquêtes écologiques, on appelé écologiques ou corrélationnelles. Écologiques, pourquoi? Parce que généralement, c'est des études environnementales, etc., avec une corrélation, bon, c'est pour ça qu'on appelle aussi corrélationnelle, une corrélation avec des données épidémiologiques. D'accord? Ici, je vais vous donner un exemple, permet d'estimer l'association entre la valeur moyenne d'une maladie. Donc là, c'est des données épidémiologiques. D'accord? L'association, premièrement, la valeur moyenne de la maladie, exemple d'incidence d'une maladie, et la valeur moyenne d'une exposition dans plusieurs populations. Et généralement, l'exposition, elle est écologique. Généralement, c'est une moyenne. Et donc, c'est deux, on va dire deux enquêtes. Une enquête de la maladie et une enquête qui est faite par d'autres spécialistes ou tout ce que vous voulez, qui va déterminer l'exposition. Exemple ici, association entre l'incidence du goitre, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est une enquête au niveau des services de santé? On a retrouvé que l'incidence du goitre, elle a augmenté dans une région, d'accord? Et en même temps, il y a une autre enquête qui a été faite, par exemple, par des biologistes, qui ont déterminé que la teneur en iode du sel de table dans une région était pas importante. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de l'iode dans le sel de table. Donc, vous savez très bien que le sel de table ne contient pas de l'iode. Donc, c'est les États, enfin, le gouvernement ou l'État qui, on doit rajouter de l'iode de sel de table pour prévenir justement les goitres. Et donc, on fait une corrélation entre l'incidence du goitre, c'est-à-dire quand on a vu que l'incidence du goitre a augmenté, on a retrouvé aussi une diminution du sel de table dans une région. Donc là, c'est une corrélation. Plus l'iode diminue dans le sel, plus l'incidence du goitre augmente. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre. Par exemple, vous allez faire une étude corrélationnelle entre le problème des maladies neurologiques ou la cérébrale et la présence des antennes téléphoniques. À un certain moment, il y avait une polémique sur les antennes, des grandes antennes de téléphone qu'on retrouve sur les immeubles, sur les domiciles. Et est-ce qu'il y avait une corrélation avec l'apparition de maladies neurologiques? Donc, tout simplement, on fait une étude épidémiologique sur la région. Est-ce qu'il y a eu une incidence augmentée de ces maladies neurologiques par rapport à la présence de ces antennes? Donc voilà, les enquêtes écologiques, elles sont pas donc généralement, on commence par les enquêtes écologiques, mais on fait toujours après des enquêtes de prévalence et d'incidence, voire après des études analytiques. Alors, les études descriptives, en général, s'occupent de la distribution des phénomènes de santé. La population, donc, elle va nous permettre de savoir quelle population elles sont, ou bien les sous-groupes qui sont atteints. C'est très important, ça permet de déterminer les personnes qui sont à risque ou à haut risque. Sa répartition géographique et ses variations fréquentes dans le temps. Donc ça, c'est les études descriptives. Permet de déterminer les facteurs personnels, les facteurs géographiques et les facteurs temporels. D'accord? Et permet donc de formuler. Donc maintenant, normalement, les études descriptives, il faut les études analytiques. Expliquer, les études analytiques, ça permet d'expliquer, là, c'est décrire, on va décrire. Là, on explique comment un facteur d'exposition produit un effet M. Là aussi, ces études-là, le chercheur n'intervient pas dans l'histoire de la maladie, puisqu'elle est observationnelle. Il laisse le champ libre à la nature, il observe et analyse les mesures, la même chose que les études descriptives. Et on a deux types d'études. Études étiologiques ou analytiques sont les cas témoins, études cas témoins, case control study, ou bien les études cohort ou cohort study.
Bon, mais là, il faut faire la différence entre étude cohorte analytique et étude cohorte descriptive. Vous voyez comme la différence. Analytique, on compare deux populations qui sont exposées et non exposées. Donc, ici, analyse les relations entre l'exposition à un facteur de risque et un état de santé 1, ça y est, toujours comparative. Voilà, là, il y a la différence, toujours comparative. Elle compare deux groupes différents. Alors, différents soit sur la présence de maladie, soit sur la présence de facteurs de risque. Quand on compare la présence de maladie, ce sont les études exposées non exposées. Donc, comme l'exposition exposée non exposée, on recherche la maladie, on recherche la présence de maladie. D'accord? Avec les exposés non exposés. Pour les enquêtes cas témoins, les malades et les témoins, on recherche la présence de facteurs de risque, on recherche le pourcentage d'exposition. C'est clair. Et donc, il faut ressortir un facteur de risque. Là aussi, je pense qu'on en a parlé, je ne sais pas si le Dr Ahmad vous en a parlé, parce qu'un facteur de risque qui présente une probabilité plus élevée de maladie, c'est tout. Un facteur de risque, c'est une probabilité, c'est une quantification. On quantifie, un chiffre, une quantité. Combien? 10 fois, 3 fois, 4 fois quand il s'agit de risque relatif, etc. Donc, représente une probabilité plus élevée de maladie. Et c'est une définition purement statistique. Ne permet pas d'affirmer le rôle causal. Le rôle causal, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Le facteur temps, l'effet dose, la plausibilité biologique, etc. Bon, il y en a une dizaine. Voilà. Alors, on va voir le schéma des études cas témoins. Par exemple, ici, vous avez, là, c'est le temps. D'accord? Ça, c'est le temps naturel. Là, on va commencer justement par ici et on va en contre-temps, on va dire. Donc, on va aller vers le passé. Donc, on va commencer par les cas. Ici, par exemple, on a pris l'exemple du cancer de l'intestin. D'accord? Et on va choisir des témoins. Les témoins, ça veut dire quoi? Les témoins, c'est pratiquement les mêmes personnes, enfin pratiquement les mêmes personnes, parfois oui, on les mêmes personnes, pratiquement les mêmes personnes, mais qui ne sont pas malades, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment proches des cas. Ils sont identiques, ils ont le même âge à peu près, le même sexe, le même environnement, le même risque d'avoir la maladie, etc. Sauf qu'ils ne sont pas malades. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des témoins. Et les témoins, ils sont choisis, ils sont sélectionnés. On les sélectionne en fonction des cas. Si j'ai que des enfants, ben les témoins sont aussi des enfants. Donc, on les sélectionne. Sauf qu'ils seront pas mal. Et on va leur demander, là, on va faire nos investigations, soit dans l'interrogatoire, ou là, aller vers les lieux où travaillaient ces personnes, les lieux où vivaient ces personnes, et faire une enquête dans le temps. On recherche, par exemple ici, est-ce que le régime était riche en graisse ou pas? Donc, les études cas témoins vont comparer le risque, d'accord, va comparer l'exposition. Est-ce que les cas étaient exposés, est-ce que les témoins, enfin, est-ce que les cas étaient plus exposés que les témoins? Donc là, on va calculer le pourcentage d'exposition, d'accord? Le pourcentage d'exposition sur le pourcentage d'exposition appelé aussi, c'est l'os ratio, le rapport des cotes. Vous avez un tableau et on calcule le rapport des cotes. C'est pas une incidence parce que on calcule pas la maladie. L'incidence, c'est les nouveaux cas. Cas veut dire maladie. D'accord? Donc, puisqu'on a ici les cas, donc là, c'est surtout le pourcentage d'exposition et calculé sur REDA, c'est l'os ratio. D'accord? Alors, le deuxième type d'études, c'est les études exposées, non exposées. D'accord? Là, vous avez le facteur temps. Donc, on commence par ici. Donc, il y a la cohorte, sujets sans cancer, donc ils sont pas malades. Ils sont divisés en deux. Divisés. Mais c'est pas nous qui divisons. C'est les personnes qui ont un régime. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne va pas demander à des personnes de manger gras et les autres de ne pas manger gras. Donc, c'est des personnes qui vont être naturellement divisées entre exposés, c'est-à-dire à une alimentation riche en graisse,
et non exposés à une alimentation prolongée. On peut ici mettre par exemple tabagisme, c'est-à-dire fumeur, non-fumeur, ce que vous voulez. D'accord? Et surtout, on va les suivre. Là, le temps de suivi peut être long, quand même, jusqu'à l'apparition de la maladie. D'accord? Donc, on part la maladie. D'accord? Alors, la maladie, c'est quoi? Ici, si on prend les sujets exposés, d'accord? Exposés, c'est des personnes qui sont là. D'accord? On va les suivre jusqu'à l'apparition de la maladie. En fait, c'est une étude d'incidence, parce qu'on va les suivre dans le temps. C'est une étude d'incidence. On va retrouver le nombre de personnes qui ont été atteintes. Donc, c'est les nouveaux cas. D'accord? Et on va calculer son incidence, c'est-à-dire combien de personnes ont un cancer de l'intestin. Donc, incidence 1. Moins des non exposés, c'est l'incidence 2. On va suivre ces personnes-là dans le temps pour calculer leur incidence, l'incidence 2. Et si on veut comparer, donc on compare la maladie Hadi, elle est Hadi. Et on calcule donc le rapport des deux incidences Hada sur ça. Et le rapport des deux incidences, c'est le risque relatif. D'accord? Le risque relatif nous permet de dire que si l'Hada il est plus important que l'Hada, si on en retrouve deux, ben, c'est 2 fois plus. D'accord? Donc l'essentiel, c'est pour ça que c'est une étude d'incidence, c'est une autre étude d'incidence. Les deux, c'est des études analytiques. Là, descriptif. Descriptif. Mais les deux comparaisons des deux populations, c'est pour ça qu'on a, c'est des études comparatives. Les deux populations, donc, permet de calculer le risque relatif, et ce sont les études cohortes exposées non exposées, on l'a calculé. On va le voir ici. Par exemple, on va prendre les sujets exposés non exposés, c'est plus facile. Donc, vous avez ici les sujets exposés. Donc là, ils sont en bonne santé, voilà, ils sourient très bien. Les sujets non exposés aussi, au départ, ils sont bien. Et après, on va les suivre dans le temps. Et on va retrouver, on va calculer les sujets qui étaient exposés. D'accord? Et on va déterminer l'incidence. D'accord? L'incidence de ces sujets-là, de cette maladie. Donc, finalement, on va retrouver qu'il y a 5 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 5 sur 9, oui. 5 sur 9, puisque là, il reste 4. 5, d'accord, sur les 9. Donc, on a la première incidence. On compare aussi l'incidence des sujets non exposés. On ne retrouve que 2 sur 9 qui sont tombés malades. Donc, forcément, là, l'incidence elle est plus élevée. Donc, le risque relatif, c'est quoi? Elle sur ça, c'est-à-dire 5 sur 2. 5 sur 2 veut dire 2 fois et demi. Donc, le risque d'avoir la maladie quand on est exposé, enfin, je ne sais pas quel type de maladie, quand on est exposé, il est de 2 fois et demi plus élevé chez les sujets exposés que chez les sujets non exposés. Donc, je répète, on calcule l'incidence des sujets exposés, on calcule l'incidence des sujets non exposés. Et donc, le risque relatif, c'est le rapport des deux incidences. Ici, par exemple, vous avez 5 sur 2 qui est égal à 2,5. Donc, le risque relatif, il est égal à 2,5. Cela veut dire, dans l'interprétation, que le risque d'avoir cette maladie, il est 2 fois et demi plus élevé chez les sujets qui étaient exposés. Par exemple, au tabagisme ou tout ce que vous voulez. Donc, on a 2 fois et demi la chance d'être malade quand on est exposé à quelque chose. Alors, pour les enquêtes cas témoins, en fait, c'est le même principe, mais on ne va pas calculer l'incidence. Ici, vous avez des cas qui sont déjà malades, donc, le dominant, qui sont déjà malades, et on va leur rechercher des témoins. Les témoins, c'est une sélection, donc on va les sélectionner. D'accord? On va les sélectionner en fonction des cas, d'accord? Et qui, bien sûr, qui sont malades et qui sont identiques au sujet malade. Et on va rechercher s'ils étaient exposés.
ces malades, ils sont toujours malades, dans le temps, s'ils étaient exposés. Donc, on va leur demander. Donc, sur les 9, on a retrouvé 5 qui étaient exposés. Donc, c'est le pourcentage d'exposition. C'est pas l'incidence, c'est le pourcentage d'incident. Voilà, c'est le pourcentage aussi, on va voir un mois exposé. 1. Donc, 5 sur 1. D'accord? Donc, on a un risque de 5, d'accord? C'est-à-dire un risque de 5. Alors, l'interprétation, elle suit la même interprétation que le sujet exposé non exposé. Donc, les malades ont un risque, on va dire que les sujets ont un risque de tomber malade 5 fois plus important que le sujet qui n'était pas exposé. Donc, c'est une étude. Maintenant, l'interprétation, c'est la même chose. Donc là, on va dire que 5, on va dire que l'os ratio, quand il est égal à 5, veut dire que les sujets ont 5 fois le risque de tomber malade que les témoins. 5 fois le risque. Le même principe qu'ici. On ne va pas dire que les malades ont 5 fois le risque d'être exposés. Non. Les sujets exposés ont 5 fois le risque de tomber. C'est-à-dire les sujets qui sont exposés ont 5 fois le risque de tomber malade. Donc, odds ratio égale risque relatif. Sauf que on ne peut pas calculer l'incidence chez ces cas témoins. Donc, voilà l'interprétation des études analytiques. Enfin, rapidement, les études expérimentales, ce sont les essais thérapeutiques. Et voilà. Donc, les essais thérapeutiques, rapidement, l'objectif, c'est d'évaluer. Donc là, est-ce que notre objectif, c'est d'évaluer les effets d'une intervention? Ici, là, la différence, il ne va pas observer, il va intervenir dans l'histoire naturelle, justement, dans l'histoire naturelle de la maladie. Il expose les sujets à un facteur d'exposition. Donc, oui, il va exposer. C'est-à-dire, c'est une expérience censée avoir un effet favorable. C'est ça la condition. On ne va pas exposer les personnes à un danger censé avoir un effet favorable. Et on vit très bien actuellement les essais cliniques par rapport au Covid, etc. Donc, on fait des expériences par rapport à ça, par rapport au vaccin. Donc, procédures diagnostiques, médicaments, interventions, on peut dire vaccin, tout ce que vous voulez. Mais il faut respecter l'éthique. Surtout, il n'est pas acceptable d'exposer à une substance toxique, à un virus sévère, enfin. Et donc, vous voyez toute la difficulté de faire ces essais cliniques. Sauf que cette année, ça a été parce que la conjoncture était difficile, où on a fait des essais cliniques rapidement. Alors, je pense qu'on a respecté l'éthique par rapport à et ils sont obligés de le faire aussi. Mais c'est des études qui généralement prennent du temps pour faire ces études cliniques. D'accord? Et là, cette année, par rapport au vaccin, il y a eu, c'est exceptionnel. On a fait sortir des vaccins en une année. Donc, généralement, c'est 5 à 10 ans d'essais, de voir s'il n'y a pas d'effets secondaires, s'il y a des effets secondaires tardifs, des effets secondaires rapides, etc. Donc, vous avez les essais cliniques, les études d'intervention, vous avez ce qu'on appelle les essais cliniques. Alors, quand vous allez lire des articles, vous allez dire essais cliniques randomisés. Randomisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par tirage au sort, on va choisir des personnes muraléatoires un traitement A ou traitement B. On ne va pas choisir, non, on ne va pas sélectionner des personnes, elle a fait traitement A, elle a fait traitement B. On va biaiser les choses. Parce que quand on commence à choisir, on va choisir plus de chances de guérir le nouveau médicament. D'accord? C'est ça, non randomisé. On va choisir les personnes qui sont susceptibles de guérir rapidement. Le traitement, donc, quand c'est pas randomisé, c'est louche. Mais randomisé, ça veut dire quoi? Je prends au hasard les personnes et je leur donne soit un traitement A, soit un traitement B. Donc, c'est une allocation aléatoire des sujets dans les groupes exposés contre les groupes non exposés. Et vous avez des non randomisés. Vous avez les essais cliniques, ça c'est des essais généralement individuels des personnes, on leur donne un traitement, etc. Vous avez aussi des enquêtes avant, après, ici, ailleurs. Avant, après, ici, ailleurs, c'est des enquêtes sur population Kbira. Par exemple,
pour un vaccin, avant, la prévalence du Covid, elle est je sais pas, d'ailleurs, 10 ou la centaine par jour. Après vaccination d'une année de vaccin, par exemple, je vais faire une autre incidence ou une autre prévalence et je vais voir est-ce qu'elle a diminué ou pas. C'est-à-dire avant intervention et après intervention. Une autre type d'enquête, c'est ici ailleurs. Ici, par exemple, à Belabès, dans une ville, la prévalence, elle est telle, et ailleurs, où j'ai fait une intervention, j'ai fait un vaccin, la prévalence vous l'êtes telle. Donc, je compare deux régions, une région qui n'a pas d'intervention, qu'on n'a pas fait d'intervention, on n'a pas vacciné la population, une autre population, oui, on a vacciné, on va voir est-ce qu'il y a une différence. Ça peut être une région, ça peut être un pays ou tout ce que vous voulez. Donc voilà les effets d'intervention. En conclusion, donc en fait, le choix des types d'études, c'est selon les objectifs, d'accord? Une enquête transversale mesure la dimension d'un problème, formule des hypothèses étiologiques. Généralement, on utilise les études transversales, le jour même, etc. Donc, les études cas témoins testent les hypothèses étiologiques, d'accord? Elle va tester les hypothèses étiologiques. C'est des hypothèses qui ne sont pas causales. Parce que là, on va en contresens du temps. Si on veut avoir les hypothèses causales, c'est le sens causal, le sens du temps. Il y a le sens causal. Ce sont les études courantes, exposées, non exposées. Et les meilleures, bien sûr, ce sont les études d'intervention. Oui, là, on va intervenir, c'est comme faire une expérience. Il n'y a pas mieux, mais une expérience dans le bon sens, c'est-à-dire donner un traitement susceptible d'être meilleur. Voilà, là aussi, le choix des études en fonction du niveau de preuve. Le niveau de preuve, les preuves, qu'est-ce qui met les études d'intervention, d'accord, il n'y a pas mieux. Et les mauvaises, on va dire, c'est les études écologiques qui sont en dehors de cette pyramide ou de ce triangle. Et donc, vous avez les études transversales, quatrièmement, cohorte, intervention. Donc voilà, les approches en épidémiologie. Et là, peut-être que j'aurais peut-être mieux fait le premier jour, à l'introduction. Mais d'habitude, bon, on fait plusieurs cours, enfin 15 cours. Pour vous, c'était moins. Voilà. J'ai terminé mon cours. S'il y a des questions, je pense qu'on aura. Donc là, c'est par rapport aux approches épidémiologiques, etc. Donc, on va voir un petit peu les questions. Alors, à partir de quel, donc, comme les petits là, alors, révision, oui, enfin, révision, c'est surtout les approches. Oui, révision, et surtout pour comprendre un petit peu les cours. C'est-à-dire maintenant, je pense que vous avez mieux compris un petit peu les différents cours, études descriptives, les études analytiques, etc. Alors, c'est quoi? Bon, c'est quoi un déterminant? On va commencer par là. Donc, c'est bien. Donc, à partir de, voilà, 4h56. Enfin, 16h56, la 4h. Donc, un déterminant. Un déterminant, c'est les facteurs de risque, tout simplement. On parle de déterminants, les déterminants de santé. Qu'est-ce qui provoque un changement de santé? D'accord? Qu'est-ce qui provoque un changement de santé? Qu'est-ce qui détermine la mauvaise santé généralement ou bien même la bonne santé? Un déterminant peut être positif ou négatif. Négatif, le tabagisme est un déterminant négatif. La sédentarité est un déterminant négatif. L'activité sportive est un déterminant positif. D'accord? Voilà. Donc, un déterminant, c'est qu'est-ce qui va faire changer la santé. Alors, l'étude longitudinale est la même cohorte incidence. L'étude longitudinale, oui, cohorte incidence descriptive. Longitudinale, quand on parle de longitudinale, en fait, longitudinale, elle a deux sens, pour être précis. Longitudinale, elle a le sens prospectif et elle a le sens rétrospectif. C'est ça, longitudinale. Quand elle est cohorte incidence, elle est prospective.
Donc, c'est la réponse ici, la même coïncidence, à moitié. Parce que quand l'étude longitudinale, quand elle est quand elle est prospective, c'est une courbe d'incidence. Voilà. Quand elle est rétrospective, donc on va dire que c'est une courbe d'incidence historique. Bon, c'est compliqué, mais comme vous savez, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais un autre enseignant, mais bon, si je vous explique ça, longitudinal, c'est dans les deux sens. Dans le sens du temps, ou là, le sens contraire du temps. C'est ça, longitudinal. Par rapport à la transversale qui est à un moment donné. Donc, c'est ça. C'est, pour comparer transversale et longitudinal. Donc, longitudinal, prospective dans le temps, c'est les cohortes, incidences exposées, non exposées, ou bien longitudinal étiologique rétrospective, donc, qui est aussi longitudinale. Hein. Donc, les études étiologiques, elles sont toujours c'est une bonne remarque. Les études longitudinales, les études étiologiques, elles sont toujours longitudinales. Étiologiques, hein, parce que soit elle est cas témoin, quand tu as le sens, soit tu as le sens prospectif qui est exposé non exposé. Alors, docteur, comment juger une étude valide? La validité d'une étude. Est-ce que vous avez fait... Ah oui, je pense que vous avez fait les études... J'ai pas le programme. Vous avez fait... Attendez. Vous avez fait les études diagnostiques. Je vais voir le programme. Vous donnez une minute. Est-ce que vous avez fait la sensibilité spécificité? Quelqu'un peut me répondre? Oui. Très bien. Voilà. Alors là, puisque vous avez fait les tests de dépistage et sensibilité des scans, donc là, je pourrais répondre. Oui. Alors, oh, il y a beaucoup de questions. Alors, comment une étude valide? La validité, non. Bon, une étude valide, c'est pas ça. La validité surtout d'un test diagnostique, d'un test de dépistage. Ça, c'est par la sensibilité, la spécificité. C'est ça la validité. Mais pas une étude descriptive ou là, une étude étiologique, on va la valider. Non, on va la valider par la critique. Est-ce qu'on a fait un bon échantillonnage, etc. Est-ce qu'on a fait les bons calculs? Voilà. C'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a fait un bon protocole? Ça, c'est la validité d'une étude. Mais si vous parlez de la validité des tests, d'un test de dépistage, la validité, vous avez les études le test de dépistage, vous avez la sensibilité, la spécificité, vous avez aussi, bon, etc. Et vous avez aussi, comment on appelle ça? Voilà, c'est surtout, pour vous, c'est surtout la sensibilité et la spécificité. Voilà, donc à deux moments. Alors, j'ai pas compris l'essai clinique. Ben, l'essai clinique, ce sont les essais thérapeutiques. Un essai clinique, c'est-à-dire on teste un traitement clinique parce que généralement on les fait dans un hôpital, etc. Donc c'est un petit peu clinique. C'est pas dans une population générale dehors qui sont en bonne santé ou là. Donc clinique, c'est-à-dire on donne un patient qui est malade, on veut tester un traitement par rapport à un autre. Donc on a le paracétamol algérien et quelqu'un nous ramène un autre paracétamol ou qui est meilleur. Enfin, ça, il est meilleur. Je vais faire un essai clinique, voir si vraiment il est meilleur, tout simplement, en cherchant surtout un critère de jugement qui est mesurable. Le critère de jugement, par exemple, pour le paracétamol, c'est la disparition de la douleur. D'accord? Voilà, donc c'est ça les essais cliniques. Merci, docteur. J'ai pas compris l'enquête écologique. Ah, écologique, écologique, on a dit, ce sont des études qui corrèlent, c'est une corrélation. C'est-à-dire on va mettre une en face de l'autre, on va mettre deux enquêtes. Wahda sur une incidence, wahda sur l'écologie.
Je peux vous donner un autre exemple. Par exemple, voilà, dans une région, on a retrouvé une fréquence, fait une période donnée, une fréquence importante d'infections respiratoires aiguës. Des asthmes, c'est-à-dire des enfants qui venaient consulter au niveau des UMC avec des bronchiolites, des crises d'asthme, etc. Donc, on voudrait savoir pourquoi cette région, la région Marrakech-el-Belk, par exemple, c'était en printemps ou là en été, il y avait un afflux important au niveau des UMC de ces enfants-là avec ces infections respiratoires. On a fait une enquête écologique, c'est-à-dire on a aussi fait une étude sur la pollution de l'air, c'est-à-dire la période. On a retrouvé que l'air était pollué par rapport à cette période-là. En faisant des recherches, on a retrouvé que cette région-là, cette commune-là, était près d'une usine, d'une cimenterie. Et cette période-là, avec la période, les filtres, donc les filtres Tawaha, les filtres à l'usine, ne fonctionnaient pas. Donc, il y avait on va dire, une décharge de poussière, etc. C'est la période, et donc c'est pour ça qu'on a eu cette augmentation des cas de la cholère. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a, à partir des données cliniques, des données, on a vu une incidence augmentée d'infections respiratoires ou d'insuffisance respiratoire, ou tout ce que vous voulez, et des données écologiques, c'est des données de pollution. Quand on les a corrélées, on a trouvé un petit peu la cause mais c'est la cause, on va dire que c'est deux enquêtes différentes. C'est pour ça qu'elles ne sont pas très importantes par rapport aux études cas témoins et les études exposées non exposées. Donc, c'est ça les études écologiques. Alors, l'incidence et la prévalence augmentèrent dans la maladie endémique. Alors, la maladie endémique, oui, la prévalence surtout. Augmente, c'est-à-dire on fait des études de prévalence dans les maladies endémiques parce qu'elles sont présentes toute l'année. Donc, on peut faire la prévalence, mais aussi on fait des études d'incidence pour voir l'évolution dans le temps de cette incidence par rapport aux saisons, etc. C'est-à-dire, c'est pas endémique, ça ne veut pas dire que l'incidence et la prévalence augmentent. Non. La maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle est présente dans le temps. Dans une région donnée, elle est présente dans le temps. Alors, est-ce que je suis toujours en connexion? Oui. D'accord. Donc, elle ne va pas augmenter l'incidence dans la prévalence. Non. Chez endémique, c'est-à-dire que la maladie, elle est trouvée à un niveau stable pendant toute l'année. On n'a pas fait le cours d'épidémiologie analytique. Ah, d'accord. Bon, voilà, mais j'ai essayé de vous expliquer. Et vous avez fait quoi? Normalement, il y a un cours sur les études, bon, l'essentiel, bon, je vais vous expliquer un petit peu. Les approches en épidémiologie, vous avez les études descriptives et vous avez les études analytiques, étiologiques. Alors, le taux d'exposition, incidence, donc on en a déjà parlé. Enfin, le taux d'exposition, on a déjà parlé, c'est le taux d'exposition, c'est le pourcentage d'exposition. C'est pas la maladie. Exposé à quelque chose. Quel est le taux? Combien de personnes sont exposées? Et l'incidence, c'est combien de personnes sont malades. D'accord? L'incidence se réfère à la maladie et l'exposition se réfère à l'exposition. C'est deux pourcentages différents. J'ai des pourcentages de personnes qui sont malades, c'est l'incidence, et le pourcentage d'exposition. Le taux d'exposition, c'est dans les enquêtes cas témoins, on va les calculer par l'intermédiaire de l'os ratio. Et l'incidence, elle est calculée dans les études de cohorte ou là, les études d'incidence longitudinale prospective. L'étude cas témoin est une étude transversale ou longitudinale, à votre avis? Ben, je viens de dire que c'est les études étiologiques, elles sont toujours longitudinales, elles sont jamais transversales. Parce qu'on va des cas, des témoins vers la recherche de l'exposition. Donc c'est longitudinal, sauf que c'est dans le passé. Une étude transversale, un jour donné. Donc on a longitudinal
Les études, toujours les études étiologiques sont des études longitudinales. Maintenant, longitudinales vers le prospectif, c'est les études exposées non exposées. Vers le rétrospectif, c'est les études cas témoins. Pour formuler les hypothèses descriptives, une question qui manque. Pour formuler les hypothèses descriptives en analytique, là, c'est-à-dire on fait des études descriptives et on formule les hypothèses et on les vérifie par les études analytiques. Alors, on continue. Alors, s'il vous plaît, comment on doit savoir, je ne sais pas, le mode de transmission d'après les études descriptives seulement. Le mode de transmission le mode de transmission. Alors, le mode de transmission, c'est à partir des courbes. D'accord? Le mode de transmission, on a des transmissions de personne à personne ou bien une transmission à source commune. Quand il s'agit d'une source commune, on a une courbe. Et quand il y a une transmission de personne à personne, généralement, c'est plusieurs courbes, c'est des vagues. Qui mènent à la Covid. Vous avez la première vague, la deuxième vague, etc. C'est des courbes. Il y a du Yongsong et du Zido. Et donc, un spécialiste, qui est épidémiologiste, savent interpréter ces courbes-là et donnent des hypothèses de transmission. La formation de l'hypothèse est une partie d'épidémiologie descriptive. Bon, j'ai répondu. Donc, c'est pas question d'une partie ou là. C'est après les études descriptives qu'on va générer des hypothèses. Quand vous allez retrouver que la fréquence d'une maladie, elle est importante chez les enfants. Cette hypothèse, elle est fréquente chez les enfants parce qu'elle a un problème d'immunité ou je sais pas quoi. Elle est fréquente chez les femmes. Pourquoi? Donc, vous allez formuler une hypothèse par rapport à ça. Donc, après les études descriptives, vous allez formuler et après, si vous avez le temps et l'argent, vous allez faire des études analytiques. Là, une autre équipe va le faire à votre place. On va continuer l'étude. L'étude cohorte est donc longitudinale et celle de cas témoins est transversale. Non. N'est-ce pas? Non. Non, mademoiselle Sarah, non. L'étude cohorte est toujours longitudinale. Longitudinale. Les cas témoins, elle est aussi longitudinale. Quand tu parles de cohorte, exposé, non exposé, bien sûr. Longitudinale ici, dans le sens du temps. Cas témoin, elle est longitudinale, sens contraire du temps. Est-ce que HCA est un facteur de risque modifiable? Non. Si on est malade, ben oui. En fait, non. C'est-à-dire, sauf s'il est traité, sauf s'il est... mais on ne peut pas modifier. C'est-à-dire, l'HCA, c'est une maladie. Alors, le facteur qui a entraîné l'HCA, oui, on pouvait le modifier. En fait, les facteurs de risque modifiables ne sont pas beaucoup. Hein, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas des masses. Vous avez l'alimentation, vous avez l'activité physique. Voilà, c'est le plus important. D'accord? C'est de lutter contre la sédentarité, contre la suralimentation. Et voilà. Donc, quand on a une HCA, donc à la limite, on traite l'HCA pour ne pas avoir d'autres maladies. Alors, dire enquête transversale, c'est le cas témoin dans enquête descriptive. Je n'ai pas compris. Ah non. 555-506, d'accord. On ne peut pas dire enquête transversale. Bien sûr, on ne peut pas dire. Les études transversales, c'est des études de prévalence descriptive, tout simplement. Et cas témoin, c'est des études longitudinales. C'est plus objectif, enfin, par rapport à l'objectif, c'est des études étiologiques. Donc, je pense après le cours, je pense pas comme plein de choses. Alors, dans une étude transversale descriptive, mais qu'est-ce que dans transversale descriptive? Transversale, c'est transversal. C'est pas la peine de dire descriptive. Ça veut dire longitudinale descriptive pour différencier de longitudinale analytique. Et quand elle est transversale, automatiquement, elle est descriptive. Donc, dans une enquête transversale,
on recherche une exposition antérieure par l'interrogatoire. Non. Oui, non, c'est rien. On recherche, c'est-à-dire en même temps. Dans les études transversales, on recherche en même temps si la personne elle est malade et si elle présente aussi une exposition. C'est une choufouha, en même temps. C'est ça, les études transversales. Et quand on recherche dans le passé, c'est une étude rétrospective. Rétrospective, c'est-à-dire dans le passé, c'est une étude rétrospective. Prospective, toujours longitudinale, prospective, rétrospective. Comment calculer le pourcentage d'exposition? Le pourcentage d'exposition qui m'oublie comme 5 personnes malades sur les 9 cas. 5 sur 9. C'est ça, c'est un pourcentage. C'est une proportion. D'accord? Alors, il y a combien de personnes qui sont exposées? Ou bien, si vous cherchez, vous comparez les deux cas, les cas et les témoins, vous calculez avec l'os ratio. Je pense que vous avez fait ça avec Dr. Lahmar. Alors, est-ce que la prévalence est un indicateur dynamique? Ça, c'est dans les indicateurs. Ça, c'est dans le cours, avec le cours, les indicateurs. Les indicateurs dynamiques, oui, c'est un indicateur dynamique qui bouge. Et ouais, l'incidence. Études. C'est des questions qu'il fallait poser aux. Je ne sais pas pourquoi vous ne posez pas les questions. Bon, c'est l'objectif de ce cours. C'est par rapport à ça. Une révision. Alors, études transversales analytiques. Alors, là, c'est un petit peu, bon, on va pas trop rentrer dans les détails. Une étude transversale peut être analytique, c'est-à-dire, mais elle n'a pas le poids qu'a les études étiologiques. Mais on peut dire une étude transversale analytique quand on fait le tableau 2x2 et on calcule l'illustration, on peut le faire parce qu'on a l'exposition et la maladie. On a